7 février, il est 13 heures et quelques. Euh, une drôle de situation. Euh, En fait, c'est un moment, le moment du réveil et de, le moment de l'ingestion des premiers aliments de la journée, même si finalement il n'y a pas de faim physiologique à proprement parler, il y a juste un désir de reprendre contact avec une matière, un goût, une texture et avec de la chaleur. C'est un rituel rassurant. Alors au moment de ce passage, il y a, il y a bien sûr une matière que l'on met à l'intérieur de soi et cette matière a la possibilité de vous mettre euh, dans une sorte d'ébullition, mais là j'ai un peu contrecarré l'habituel, j'ai mis du lait dans le café, ce qui fait que je vais plutôt être dans une sorte de euh, d'abaissement plutôt que d'être dans la le dans le je vais être dans l'hyporégime plutôt que dans l'hyper-régime. Voici donc alors il y a des choses qui passent on est comme une sorte de il y a comme on a accès à des choses. Bien entendu, elles ne sont pas nouvelles, elles ne sont jamais inédites, mais il y a des choses. Alors on essaie d'en cueillir quelques-unes parce qu'elles sont hautement, euh, hautement, elles sont brèves, elles sont insaisissables, elles ont une durée de vie très aléatoire. Il y a des choses, alors comme la figure du traître magnifique. Alors évidemment, on aurait aimé pouvoir construire, on ne sait pas si on en aurait été capable. Bien sûr, il faut les conditions historiques. Il n'est pas Shakespeare qui veut, il n'est pas. On peut être une sorte de Shakespeare en puissance, mais ne pas avoir la période historique qui convient finalement à votre talent, si je puis dire. On a une vision des choses, des rapports de force. Je ne sais pas comment peut-on parler de hautes sphères quand on peut pas les approcher. C'est évident qu'il y a un problème. Il faut être, pour parler de la cour, pour parler des bourgeois, pour parler des puissants, de leur travers, pour parler de leur lutte, pour parler de leur finalement de leur faiblesse aussi, il faut pouvoir les connaître. Et on ne va pas s'affirmer ou faire de la sociologie pour pouvoir finalement après devenir une sorte de fictionnaire. Là, c'est pas, ça ne passe pas. Donc on parle de ce qu'on connaît et ce à quoi on a accès. Et on a accès à soi qui est vraiment un être, quelque chose, un univers assez limité. Malgré tout, on y revient sans cesse et on n'y trouve pas beaucoup de matière à inspiration, à réflexion, etc. Donc l'idée du traître magnifique, je ne sais pas si euh,
dans quoi elle se trouve. En tout cas, moi, je n'ai pas de traître magnifique, j'ai qu'un traître magnifique, non magnifique, un traître moche, un traître sans valeur et sans intérêt, puisque comme, quand on est puissant, on peut générer un ennemi à la hauteur de sa puissance. Mais quand on compte pas, on génère un ennemi qui nous est équivalent. Enfin, voilà, j'ai un ennemi qui m'a, comme quand je me rappelle de cette histoire, qui vraiment, évidemment, si je la raconte, elle va pas faire quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, c'est significatif. Moi, je la raconte pas. Mais en tout cas, un misérable ne peut côtoyer que des misérables. Et les misérables, ils vont être intéressés par une chose que le misérable va avoir. Et que c'est un cercle fermé comme ça, c'est quelque chose vicié, un cercle, ce n'est pas, on peut pas en sortir. Donc vous n'avez pas quelqu'un, vous n'allez pas générer quelqu'un qui va vous dire stop à la misère, votre misère me dérange, je suis votre ami mais je suis peiné de vous voir misérable. Non, le misérable, il va mettre sa main, lui aussi, dans ce que vous avez, vous, ce que vous allez consommer. Et il va être intéressé par une partie de ce que, par ce qui vous constitue en tant que misérable. Il est misérable lui aussi, alors ça ne le dérange pas. Voilà, donc l'ennemi, en fait, l'ennemi, ce n'est pas l'ennemi qui complote. Loin de là, on n'a pas un ennemi qui fomente des complots, qui fomente des rébellions, qui essaie de monter des gens contre vous, des jeux de pouvoir. Alors, évidemment, on peut lire Shakespeare, mais bon, on peut lire, je ne sais pas qui d'autre qui a parlé de ça, on peut lire un autre qui est l'équivalent de Shakespeare, un autre anglais, j'ai oublié son nom. On peut lire Le Prince, etc. Mais le prince, on ne peut pas se l'approprier. Oui, qu'est-ce qu'on a à défendre fondamentalement? Est-ce qu'on a une principauté à défendre? Est-ce qu'on a Venise à défendre? Pour qu'on se mette vraiment à utiliser les leçons qui étaient adressées à, je sais pas, peut-être à Lorenziano, je sais pas, adressées à un puissant de la famille régnante à Venise. En tout cas, je ne sais plus, la famille des Médicis, peut-être, si je ne me trompe pas. En tout cas, peu importe, c'était une sorte c'était quelque chose qui s'appliquait à un contexte, à un personnage, et ça ne peut pas ça ne peut pas être utilisé ou approprié par n'importe qui. Voici donc un ennemi qui n'a aucun poids, qui n'a même pas, qu'on ne peut même pas, finalement admirer, parce on admirerait en lui une sorte de perfection dans la vilenie ou dans la traîtrise ou dans le fait comment on peut rester admiratif de ses manières à lui d'arriver à vous séduire et comment en passant de la séduction finalement à l'exécution,
de son plan qui est de se substituer à vous pour, pour générer de l'envie. Il faut avoir quelque chose. Alors voilà, quand on n'a ni puissance, ni rang, ni rien, on génère rien. C'est le rien. Alors mon ennemi magnifique dans rien. Je ne comprends même pas pourquoi il s'est placé dans la position de l'ennemi. Alors simplement, ce n'est pas évident. Alors la reprise de parole n'est pas évidente. C'est toujours en deçà des espérances. Il y a quelque chose qui est là, qui se déroule selon un rythme que l'on ne peut maîtriser. C'est un rythme que l'on ne peut pas traduire, que l'on ne peut pas représenter en réalité. Mais ce sont des séries de choses comme des bulles mémorielles. Mais les bulles mémorielles, en même temps, c'est comme si on reprenait le même texte, la même scène, et quand on essayait à chaque fois d'y lire quelque chose de nouveau ou plutôt de l'aborder différemment. Cela participe d'une sorte, comme quand on a commis un crime et le temps passant, quelque part le crime ne change pas, la scène originelle, la scène du crime, elle ne change pas. Par contre, nous pouvons changer. Nous pouvons changer, mais on a en face de nous quelque chose qui ne peut pas changer. Alors, c'est nous qui devons changer, mais comme s'il y a en face quelque chose qui, elle, a ce pouvoir de garder une grande netteté, une sorte d'intégrité absolue. Tout on change, nous approche, mais quelquefois on y relance pour de nouveau essayer. Alors les mots ne sont pas du tout, et ça s'entend, les mots ne sont pas du tout à la hauteur de ce qui se passe. D'ailleurs, dès qu'on se met à parler, le processus de mise en mouvement de ces bulles mémorielles ou de ces petits mondes cesse. Alors voilà, tout c'est ça. Alors soit on choisit l'un, soit on choisit l'autre. Alors on a quand même quelques éléments sur lesquels on voudrait s'attarder. On a piqué quelque chose, on a saisi une chose, on doit se contenter de ce qu'on a saisi, alors qu'en fait, ce n'est qu'une partie de l'ensemble. Cet univers qui est là-dedans est un univers assez étendu, mais en même temps limité. Parce que ce qui s'y produit n'est pas nouveau. Bien sûr, on peut ajouter un élément. Aujourd'hui, j'ai perdu un élément de mon corps qui était déjà dégradé. Alors, cette perte, comme j'y suis finalement accoutumé, ça ne me fait plus réagir. J'enregistre. Finalement, je suis dans une sorte de distance. Voilà, je suis résigné à ça, à voir les choses m'échapper. Voilà une chose. Voilà mon corps qui me trahit, il ne cesse de me trahir. Alors, mon ennemi magnifique, c'est mon corps, on pourrait dire. C'est mon corps qui
qui fait des choses sans me demander mon avis, voilà, qui complote contre moi. Alors, mon corps, euh, voilà, veut me tuer. Alors, je vois pas en quoi ça peut être utile pour lui, voilà, mais mon corps a décidé de jouer la partie de son côté, et voilà. Donc, et un constat. Alors, le problème, c'est que, contrairement à la nuit, où on est devant une sorte d'horizon fini, là, juste par l'effet de la lumière et l'effet d'une sorte de temporalité ouverte, on n'est pas tout à fait euh, on n'est pas tout à fait prisonnier. On peut se libérer d'un sentiment, d'une impression pour partir à la rencontre d'autres choses qui peut être assez différent. On est là à recevoir des informations, des stimulations de toutes sortes. Bien sûr, il y a toujours la distance. On n'est pas approché par quelqu'un, encore moins touché par quelqu'un. Et c'est tout ce qui se passe est à distance. Donc simplement la chose que j'avais saisie, c'était la beauté. C'est vrai, peut-être il y a je peux pas dire qu'on a finalement il y a des choses dont on n'était pas conscient. C'est pas vrai. On était conscient. Il y a 40 ans et même plus, j'étais conscient et de ce besoin d'être dans la beauté, d'être dans une sorte d'excellence dans le rapport avec les choses. Je savais ce dont j'avais besoin et je savais le pouvoir que cela pouvait avoir sur moi, le pouvoir d'éveillement, le pouvoir d'ensourcement, le pouvoir dans, de de fertilisation, le pouvoir d'amendement. Voilà des choses que j'avais finalement ce qu'il fallait pour apprécier le monde dans toute sa diversité et dans toutes ses manifestations. Mais il y a eu comme le surgissement d'une sorte d'impossible à la suite. Voilà, une chose comme ça, une chose vous est interdite parce que, puis après, on avance un peu, encore un interdit, et encore un interdit, et encore un territoire qui ne vous est pas ouvert. Voici, comme pour parler crûment, et je me rappelle de cette femme de service portugaise qui nous a chassés, moi et quelqu'un, de la cour d'un hôtel privé. Et alors qu'avant, j'allais dans les cours parce que j'avais à un moment donné, il y a une personne qui m'a confié un petit travail de distribuer des invitations pour des expositions dans une galerie. Et donc j'allais évidemment dans les lieux de pouvoir, dans les hôtels privés, etc., pour déposer les invitations dans les boîtes aux lettres. Et j'y allais pas pour admirer, j'y allais pour un but. Mais après, le temps passant, donc c'était une visite comme ça d'agrément, et cette visite, et après, on hésite. Il a suffi d'une fois et on hésite à rentrer dans les cours. Bien sûr, ce n'est qu'un élément, un petit élément, un infime élément, mais c'est élément physique. Ne parlons pas des interdictions
j'allais dire, symbolique. Quand on vous dit, vous devez rester à votre place et ne pas en bouger. De mille manières, de mille insinuations. C'est cela. Donc j'ai pris, je sais même pas, évidemment, l'idée, la beauté d'une chose, ça, son pouvoir d'évocation et le, le pouvoir qu'elle a de vous relier à un aspect de l'existence. Quand vous rencontrez après, on peut dire que la beauté et la perception de la beauté, c'est peut-être aussi une affaire de classe. Il y a des choses qui me plaisent à moi, mais fondamentalement, j'ai pas le même sens, j'aurais pas le même sens esthétique qu'un bourgeois ou qu'un puissant. Finalement, ce qui pourrait, comme pour les nourritures, je suis habitué à des nourritures de base. Voilà, je m'extasie quand j'ai un plat de nouilles ou un plat de faillot, alors que ça n'a rien de subtil, c'est fait de façon primaire. Voilà, je suis un primaire. Et comment passer de l'être primaire, de l'être instinctif, de l'être passer à l'être à N dimension. L'être qui a comme finalement une sorte d'être qui vit dans un rapport très fin au monde, très multiple au monde, il vit dans il est capable de percevoir les différentes nuances entre les dimensions. Ces papilles même, ces papilles imaginaires même sont capables sont capables de déceler les éléments micro d'une dimension microscopique. On met quelque chose à des doses infinitésimales et pourtant il va les déceler. La beauté dans le cachet, dans l'occulté même. Il est capable de voir au-delà, il est capable presque de comprendre, de percevoir de percevoir avec clarté les choses qui ne sont pas perceptibles par la masse des anonymes du bas peuple. Voilà, donc je fais partie du bas peuple et même je fais partie d'un composé encore plus bas. Dans ce bas, je suis parce que finalement, dans ma situation, n'importe qui, même le moins doté en prestige social, peut se prendre à moi. La personne la plus misérable peut se trouver légitime à me contester ceci, à cela, à me rabaisser, à me réduire, à me chosifier, à me réduire à un statut, et à me réduire à une dimension infamante. Évidemment, je suis le juif errant, à défaut d'être autre chose, je prends cette métaphore-là, le juif errant, l'étranger errant, l'autre qui n'a pas de légitimité à être là en permanence, qui n'a pas la légitimité, qui n'a pas le droit de partager le territoire et toutes les richesses des territoires, les richesses symboliques, qui n'a peut-être même pas le droit
de partager la langue, cette langue avec nous. Ah, vous voyez la chose. Donc, il est possible que, comme j'ai entendu hier dans une série comme ça, quelqu'un, dans un film, il y a quelqu'un qu'on dit négro ou noir, peu importe, mais ça veut dire la même chose. Donc, certains croient qu'ils peuvent dégrader le noir encore plus en le traitant de nègre, mais nègre c'est noir. Dès qu'on dit noir, on dégrade. Faut pas dire noir. Il faut pas dire noir, il faut dire n'importe quoi, il faut pas dire afro-américain, il faut dire américain, c'est tout simplement. Et pourquoi? Si les Américains, est-ce que, j'en sais rien, est-ce qu'on va demander si on doit doubler un acteur français? Est-ce qu'on va demander si cet acteur français, je sais pas, est-ce qu'il n'a pas l'accent provençal? Pour lui rendre justice, on va lui donner un accent. Mais pourquoi ne pas lui donner un accent passe-partout, comme peu importe sa nuance de peau, peu importe, voilà. Donc pourquoi quelqu'un dit noir, et c'est une définition qu'il faut combattre, le fait d'attribuer une couleur à quelqu'un, c'est une chose qu'il faut combattre. Et ça y est, on change sans accent. Alors ça devient, on prend un acteur dit noir qui a un accent infirmé et on va lui dire double ce frère que tu as en Amérique, voilà, double et on double que ces voix-là et on double pas. J'attends le jour où on va doubler les gens à l'aspect dit oriental, encore une infamie dans l'identification et dans la désignation. C'est ça le problème. Alors, on a malgré tout, moi j'avais compris, mon père n'a pas eu la chance, comme beaucoup d'autres gens, de connaître la langue du puissant de l'époque. Donc, ça conférait au puissant un pouvoir supplémentaire et ça obligeait mon père et d'autres à être dans une sorte de réserve, finalement à la jouer modeste et à la jouer presque simpliste ou simplet. Et quand on ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait, on essaie de paraître, je ne sais pas, souriant. On sourit, un peu bête, on se sent un peu bête, alors on est un peu embarrassé, et on n'est pas dans le confort. Et donc, et voilà. Un acquis, et même si les Français ont perdu de leur puissance, mais quand même, je peux comprendre, a priori, de façon totale, je peux comprendre quand on parle de moi et quand on me maltraite et qu'on se met à me dénigrer. Ça, je peux le comprendre. Je peux comprendre, je peux saisir le degré de dénigrement. Donc, ces choses-là, donc, simplement, cette histoire-là, ce téléphone qui appelle, ça me donne une occasion. Je ne sais pas si j'en avais besoin. En tout cas, il y a des éléments. Alors, je ne vais pas sauter sur l'occasion parce que je n'ai plus grand-chose à dire. Je vais peut-être m'arrêter parce que j'arrive un peu à la fin. Et c'est vrai que la source s'est tarie
Et évidemment, c'est... je sais pas, je me rappelle, quelqu'un m'avait parlé d'un film Midnight Express. Ce film que je n'ai jamais vu, et bon, j'ai pas voulu le voir parce qu'apparemment ça avait l'air assez pénible. Et bon, d'un autre côté, j'aime pas l'univers carcéral et j'aime pas les films qui sont faits, documentaires ou autres. Voilà, c'est un univers qui ne me dit rien, même si c'est une réalité. Après, c'est aussi de la fiction. Mais Midnight Express, je sais pas quel est finalement quel est son discours, quel est son background idéologique ou philosophique, je ne sais pas quel était son message. Donc il y a des gens qui l'ont vu plus de 10 fois, enfin un nombre de fois assez impressionnant, et, euh, et ça je ne peux pas le comprendre. Je continue de ne pas le comprendre. Parce que un film, pour moi, c'est quelque chose qu'on épuise quand c'est pour le plaisir, on l'épuise en une seule fois. C'est fait, un one-shot sans problème. Après, on peut peut-être, quand c'est doublé, quand c'est en langue originale, oui, je vais l'écouter en finlandais, sous-titré. Après, je vais l'écouter en français, doublé. D'accord, mais c'est tout. C'est tout ce que je vais faire parce que j'avais envie un peu d'entendre les sonorités du finnois, mais voilà, mais je ne vais pas m'imposer cet effort de, plus beaucoup de fois. Ça, ce sera une seule fois. Et donc la chose qui est dans ce film, qui est celui de notre existence, où je dirais c'est un film qui ne met en scène que des moments particuliers. Euh, c'est le moment de la chute ou les moments ou les divers moments dans ce processus de chute qui ne s'arrête pas, mais qui finalement connaît ces derniers, ces ultimes ce sursaut, mais la chute continue, mais l'essentiel est fait depuis longtemps. L'essentiel est réalisé et on est là. Alors, on est là, on refait des montages, on enlève une partie et voilà, peut-être qu'on l'ajoute à une autre. Alors c'est au niveau du montage et au niveau de l'œil, du regard qu'on a sur ces événements-là. Mais on a une pellicule qui ne bouge plus. C'est une pellicule, bien sûr, ce qu'on en a, elle est quand même assez conséquente, mais on ne peut plus rien y ajouter. On travaille à partir du matériel déjà enregistré. On peut rien y rajouter. Alors, c'est une sorte c'est une sorte là encore, c'est une sorte d'univers intérieur carcéral et on est maintenu fermement dans une atmosphère, dans un environnement, malgré notre volonté, nous avons envie de nous échapper. Nous avons envie d'être ailleurs, nous avons besoin de vivre le restant de nos jours dans une sorte de presque ailleurs. Tous, je renonce à tout pourvu que j'ai un ailleurs. Je renonce à la totalité de mes souvenirs, puisque mes souvenirs, bien sûr, il y a dedans des choses
qui sont, je pourrais dire, gentilles et, et quelquefois un peu mignonnes, un peu sympathiques. Mais je suis prêt à renoncer au sympathique. D'ailleurs, c'est fini en fait finalement. Il y a un problème qui ne, euh, comme si la corruption est fondamentalement intégrée comme pour ces obsolescences programmées dans chaque événement qui se présente bien, qui donne une sorte d'ouverture. Il y a chaque chose comporte sa dose finalement de retournement et d'inversion. Euh, voilà, donc si même quelquefois quand on dit une chose, on pense être arrivé à une conclusion, qu'on a eu accès à une vérité, et même cela peut se retourner contre nous. Le pire, c'est de penser qu'on a compris quelque chose à ce qui est devant nous, alors qu'en fait, on doit dire ce que j'ai compris, c'est uniquement une chose, voilà, c'est quelque chose qui convient à ce moment, mais qui ne peut pas être étendu dans le temps. Le temps se charge toujours de déconfirmer ou d'infirmer ce qu'on a pris pour des vérités définitives. Il n'y a pas de vérité définitive, ou alors il y en a une, mais peut-être comme qui dirait quelque chose elle n'est pas de ce monde, elle est peut-être dans une autre dimension, je sais quoi, de l'existence, de l'inexistence. Il y a des choses, comme pour les mystères divins, il y a des choses qui doivent rester ignorées de nous parce que c'est peut-être préférable, c'est peut-être comme ça que ça se passe. Peu importe, on doit penser que même l'impensable est possible, et même la chose inenvisageable, la chose qui ne correspond à aucun algorithme, qui correspond à aucune théorie, on peut supposer que, que des choses existent et que ces choses-là sont impossibles à appréhender d'aucune manière. Et voilà, donc finalement, comme quand on pense une chose, il faut absolument tout de suite se mettre, comme si je vais faire quelque chose, alors je dois d'abord préparer les éléments. Voilà, je fais une activité, cette activité comporte un risque, donc je dois être prêt. J'ai un numéro d'urgence, j'ai le protocole que je dois appliquer en cas. Voilà, donc je dis une vérité, je dois être prêt à faire face aux implications de cette dite vérité, parce qu'elle a des incidences indésirables, elle a des répercussions auxquelles qu'on ne peut pas anticiper. Voici donc, en tout cas, voilà comment les choses, comment le temps se charge. Alors, malgré tout, comme c'est pas la nuit, il y a une sorte de note un peu moins fermée, moins en résignation et dans ces paroles. Mais je vais m'arrêter puisque finalement j'arrive à la fin. Il y a un potentiel, alors que on est encore dans la journée et on veut
y être, parce que c'est quelque chose qui va nous échapper. Alors on essaie de l'habiter et de la vivre le plus intensément possible. On essaie même de lui donner un aspect propre, de lui donner une identité propre. On essaie de la, comment on dit, on essaie on essaie de lui donner un caractère propre pour qu'elle ressemble pas, que ce soit pas la copie des journées précédentes. Alors, et on sait que si on ne fait pas attention, on va se retrouver très vite à dire adieu à cette journée qui est celle du 7 et qui représente pour certains le début et pour d'autres la fin, mais que pour nous, elle ne représente que la suite habituelle, finalement, sans, sans grande transformation, quoique j'ai reçu cet appel, ce téléphone, je vais essayer de voir qui m'a appelé, parce que l'appel téléphonique, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix de la mort. C'est la mort qui s'adresse à vous, c'est quelqu'un. À 13h51, vous avez reçu un appel provenant du 05 67 45 29 14. Pour rappeler ce correspondant, appuyez. Ouais, c'est un appel de démarchage. Donc, autrement, c'est quelqu'un qui vous appelle pour vous avertir de la production de quelque chose à laquelle vous vous attendez, mais que vous cherchez à reporter le plus tard possible. Donc, un 05 67, ça veut dire quelqu'un que nous vous connaissez pas, et simplement il y a là un répit. Voilà une chose comme ça, un petit répit qui vous a été accordé. On vit, comment je pourrais dire, comme dirait quelqu'un, on vit d'aumône, on vit de répit un peu, voilà, comme on pourrait vivre de petites aumônes, voilà, donc, de petits répits, voilà, un petit répit supplémentaire. Quelque part, on ne sait pas qui ni quoi remercier pour cette chose-là. Ce répit qui m'a été accordé, voilà, je le prends avec grand plaisir, avec grande faim. J'ai faim de répit. Alors, la chose, donc, en fait, pour conclure, peut-être, l'ennemi magnifique, c'est celui qui vous a laissé dans une sorte de vide que vous n'avez pas réussi à combler. Il y a une chose, qui consiste à parler de ce qu'ont fait les autres et à les admirer, à essayer de prendre connaissance de ça, etc. Mais il y a une autre chose qui est dans la création, non pas ex nihilo parce que ça n'existe pas, mais la création, la réinterprétation, la réécriture, il y a une chose qui consiste à se lancer dans l'exercice de l'improvisation, l'exercice d'aller se mesurer l'inconnu d'une phrase qui n'est pas une phrase d'analyse, mais qui est une phrase qui passait près de la porte. Il s'arrêta.
il s'arrêta un instant, comme un peu comme s'il était, comme s'il avait été, comme s'il était pris dans une sorte de désir, comme s'il était n'était plus maître de lui-même. Quelque chose l'a forcé à s'arrêter. Il s'arrêta. Il resta longtemps comme ça, incapable de faire un pas en arrière ou un pas devant. Il y a là, il ne peut ni lever les yeux, ni faire aucun geste. C'est cet endroit. C'est cet endroit, il en a la conscience, cet endroit qui a marqué le début de sa chute. Il s'en souvient. C'est ici même qu'il a rencontré son destin. Alors c'est comme un retour vers les origines, comme une sorte de régression vers le moment originel, le moment de sa naissance. À ce jour-là, il est né au dépit, il est né à la remontrance, il est né à la récrimination, il est né à ce sentiment de l'inadéquation, il est né à il est né à l'incongruité. Il est devenu, à ce jour-là, il est devenu incongru, il est devenu déplacé, il est devenu malaitant, il est devenu malaisant, il est devenu malfaisant, il est devenu mal vivant, il est devenu mal existant, il est devenu mal inspirant, il est devenu mal articulant, il est devenu mal... Il n'écoute plus rien, il n'entend plus rien. Il est sourd au bruit qui l'environne. C'est le printemps. Et ça pipi de partout. Et ça volette de toi en toi. Mais lui, il n'entend rien de cela. Il ne voit pas que la vie est de retour. Que l'amour est de retour. À lui, il n'est plus dans cet univers. Longtemps, il a fait partie de l'univers des vivants. Et aujourd'hui, il est de plein pied dans l'univers des disparus. Il est là, il affirme, il est là de retour pour entamer un nouveau déplacement. Il vient ici même, à cet endroit, et il veut se diluer, il veut disparaître, il veut se décomposer ici même. Ainsi, le lieu de sa naissance devient le lieu de sa mort. Ainsi, les choses se concluent de cette façon, en symétrie. Oui, c'est ce côté, ce souci esthétique qu'il a au fond de lui-même. Oui, une belle fin, une fin concordante, une fin en harmonie. Et je peux dire, ici, boum, il aimerait que quelque chose. Voici donc une idée comme ça, mais rien de bien précis, c'est juste
qu'à un moment, on décide qu'on va lire l'environnement d'une autre façon. Que l'environnement, peut-être avec les pauvres moyens qu'on a, avec beaucoup peut-être de platitude, avec beaucoup avec pas d'originalité, mais on fait un effort. On n'attend pas les réécritures du monde qui viendraient d'ailleurs. On se met à réécrire le monde, même si on n'est pas même si on le réécrit d'après quelqu'un, même si on, on n'est pas dans l'invention pure, on n'est que dans une sorte de énième réécriture. Mais au moins, c'est de la réécriture. Alors, je déplace des pions, je change un peu le décor d'arrière-plan. J'introduis alors, je change le moment. Alors c'était le matin, ça devient la fin de l'après-midi, même si évidemment c'est pas c'est pas identique. Ah, le deuxième partie de la matinée, ce n'est pas la deuxième partie de l'après-midi, c'est tout à fait autre chose. Mais on peut essayer de rendre ça, de ne pas bien séparer les deux. On peut faire une sorte de confusion dans les deux moments. Donc, comme et puis on prend un élément, je ne sais pas, un élément de sa vie quotidienne, cet élément devient central. Et puis on prend quelque chose qui était central pour quelqu'un et on en fait juste un élément de décor, vraiment une chose marginale. Et on prend quelque chose qui est précieuse au regard de quelqu'un, qui est important pour quelqu'un. Et on en fait un usage que l'autre n'aurait jamais pu supporter. Je ne sais pas, je prends un vase grec et j'utilise pour me soulager. Voilà, j'ai pris un vase à figure noire ou à figure rouge, peu importe, et je me soulage dedans. C'est vrai, je l'ai pris dans un musée. C'est un bien public. Et évidemment, j'ai pris le plus beau, celui qui est le moins fragmenté, celui qui a demandé le moins de travail de reconstruction, c'est vrai. Et voilà, je peux faire de la transgression à un moindre coût, je peux faire n'importe quoi. Et voilà que je deviens, je fais rien. Il ne faut pas non plus se prendre au sérieux. Dans ce jeu, on ne peut pas penser que l'on est dans la réalité. On est dans le jeu, on est dans la mise en scène, simplement, mais au moins, on a l'impression d'avoir peut-être fait quelque chose d'inhabituel. C'est vrai que ce n'est pas un exercice ordinaire, c'est pas un exercice que l'on fait comme ça. Imaginons simplement, on a connu énormément de printemps et de beaux printemps. Et ces beaux printemps, on les a à l'intérieur de nous-mêmes. Et ils pourraient nous aider à supporter les pires des hivers. Et pourtant, on n'en fait pas appel. On leur fait pas appel. Enfin, on les appelle pas. Pourtant, ils pourraient. Voilà, j'ai pris le soleil jusqu'à plus soif. Et le soleil que j'ai accumulé pourrait me permettre de traverser l'hiver sans souci. Chaque fois, j'ai un soleil intérieur, et non pas noir, comme celui de la mélancolie, mais un soleil brillant, un soleil chaud, vraiment chaud et lumineux,
la couleur du soleil, quoi. J'ai le soleil noir, ça n'existe pas. Mais j'ai un soleil éternellement soleil à l'intérieur de moi. Et peu importe qu'il fasse gris un jour ou plusieurs jours, peu importe que la lumière ne soit pas très très vive ni très non, j'ai ce qu'il me faut. Et donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est cette affaire là. On vit avec quelqu'un, on passe des moments que l'on pense intéressants, que l'on pense beaux, que l'on pense presque parfaits, et pourtant il suffit de la fin, et la fin oblitère tout le reste. Je ne peux plus avoir accès au moment qu'on a passé parce que finalement je ne peux plus penser au paradis parce que j'en étais expulsé. Pourtant, c'est vrai, j'ai été au paradis, mais qu'est-ce que j'ai pu goûter aux fruits et au plaisir paradisiaque. Vraiment, j'ai joui comme pas possible, vraiment, vraiment. Et alors, on peut vivre de souvenirs, on peut vivre d'impressions, on peut ressusciter à l'infini. Comme on dit aujourd'hui, réemployer, on peut dire, comment dire, ce recyclage, on peut recycler ses propres bonnes impressions si l'on a envie, si on en a la volonté, on peut les recycler à l'infini. Donc, simplement, ces choses... alors, donc, on pourrait faire plein de choses. Et c'est la différence entre ce moment de la journée et la nuit, c'est que on est encore, on peut se dire, je suis en capacité. Il suffit que, et puis je peux passer de l'idée à la réalisation. Il suffit. Alors, simplement, les étoiles se sont déplacées. Les étoiles, elles en avaient marre d'être immobiles. Les étoiles ont désiré aller voir ailleurs. Tiens, c'est la saison de migration des étoiles. Aujourd'hui, je me réveille, le ciel, je me réveille. Non, plutôt cette nuit, je me suis réveillé en sursaut. Je ne sais pas pourquoi. Et je suis allé me précipiter à la fenêtre où j'ai ouvert la porte et je suis allé voir dehors. Il n'y avait plus d'étoiles. Ou presque pas. Il y avait 2-3 étoiles qui étaient tout ce qu'il y avait dans le ciel. J'ai frotté mes yeux, j'ai essayé, je me suis pincé, j'étais encore ensommeillé, donc je me disais, c'est peut-être, t'étais pas assez éveillé. Ah. Et bien, il a fallu que j'accepte. Il a fallu que j'acceptasse ce qui était devant moi. Le ciel est vide. Le ciel est désert. Et là, un phénomène inhabituel, inquiétant, et voilà, je suis pris d'une sorte d'angoisse pas possible. Ciel vide. Les étoiles, où sont parties les étoiles? Et qu'est-ce qui leur a pris? Quelle mouche les a piquées? Alors, peut-être quelqu'un leur a promis, je ne sais pas, une terre ou un univers plus hospitalier. Peut-être que quelqu'un leur a promis un meilleur traitement.
un bon salaire, un meilleur salaire, et puis de bonnes conditions de retraite. Peut-être que quelqu'un elle aura offert un espace plus grand. Toi, l'étoile, tu as besoin d'être à l'aise, sans être dirigé, sans être gêné par une voisine un peu trop pressante. Voilà, moi, une étoile, j'ai besoin d'un confort. Voilà, j'ai besoin de tant de mètres cubes d'espace parce que je suis une étoile et voilà, et je ne suis pas contre les autres étoiles, mais je ne veux pas me sentir dans la promiscuité. Voilà, et voilà. Aujourd'hui, on peut partir comme ça. C'est vrai que c'est un peu limité comme possibilité, mais on est confronté à une limite. Mais ce n'est pas grave, cela fait partie du jeu. Euh, Simplement, il y a moyen de convoquer ou de faire exister. Parce que le ciel vide d'étoiles, c'est une chose que beaucoup de gens vivent, mais c'est aussi une chose que j'ai rencontrée par le passé dans mes lectures. Et voilà. Et puis après, le ciel de nos intériorités, le ciel de nos visions, lui aussi, il peut se retrouver vide, dépeuplé, comme ça, du jour au lendemain, parce que on aura fait en sorte que cela se produise. Ce serait défait de nos possessions et de nos éléments voilà, d'existence. J'ai viré tout et je n'ai rien laissé. Le vide n'est jamais absolu, mais tout de même, c'est vraiment vide. Il n'y a plus rien. Comme dans cette histoire qui est très particulière, c'était très tentant de s'éloigner de tout le monde pour essayer de voir si l'on pouvait être capable de se nourrir de soi-même, de ne pouvoir s'inspirer que de soi-même, que de ne pouvoir s'accompagner que de soi-même. Et là, évidemment, on se rend compte que c'est une chose impossible. Voici donc un petit moment voilà, qui est là, non pas au coin du feu, mais au coin du PC, comme toujours. Voilà, un petit moment qui peut durer encore, mais c'est voilà une chose un peu quand même un peu désespérante. À la fin de notre vie, on est capable de produire des choses moins intéressantes que ce que l'on produisait quand on était adolescent. Et il y a là quelque chose de particulièrement vexant pour soi-même et particulièrement frustrant. Alors on n'a pas produit de nouvelles langues, on n'a pas produit de nouvelles représentations, on n'a pas produit de nouvelles interprétations, on n'a pas initié une nouvelle renaissance, on n'a pas changé l'univers pour en mettre un autre à la place. On a juste fait avec ce qu'il y avait. Et à force de se contenter de l'existant, finalement, on est réduit aujourd'hui même on a fini par être expulsé de l'existant. Si on avait construit quelque chose à nous, un univers, un habitat qui serait fait à l'image de nos désirs et de nos finalement et de notre et de nos rêves les plus
plus étendus ou les plus fous ou les plus... peut-être qu'aujourd'hui on serait en train d'en profiter. Voilà, c'est de s'être contenté du monde tel qu'il est, qui fait qu'aujourd'hui on est dans la pauvreté, on est dans la misère de plein de façons. Quand on est dans le rapport à l'autre et dans le rapport qui n'accepte pas les paradigmes de l'autre, qui n'accepte pas les conditions de l'autre, qui dit moi je négocie pas sur la base de tes convictions à toi, mais je négocie à partir des miennes et je n'en changerai pas, je n'en démordrai pas. Peut-être que les choses, c'est plus on est dur dans la négociation, plus on a des chances d'obtenir quelque chose. Alors quand en fait on accepte sans combattre, sans violence, sans opposition, les conditions de l'autre et voilà, aujourd'hui. Donc c'était un petit moment, voilà, quelque part, ce n'est pas ça. Alors, ce n'est pas ça parce que c'est un moment qui correspond là, c'est un troisième moment. Il y a le moment pendant lequel on est seul en silence, si je puis dire. Et puis il y a le moment quand on est avec quelqu'un. Et puis il y a le moment où on est en train de parler comme ça. Et ce sont trois moments qui ne se ressemblent pas. Donc après, quand on veut finalement faire exister le moment de silence dans le moment de parole, on veut mélanger les deux, on n'y arrive pas. On n'y arrive que très marginalement. Et je ne vois pas d'air de familiarité entre les deux moments. Et pourtant, quelque part, il y a aussi une envie d'obtenir le silence. Et paradoxalement, c'est par la parole qu'on obtient un silence intérieur. C'est ça, c'est paradoxal, c'est presque pas crédible, c'est presque pas croyable, mais ça l'est. On obtient un silence intérieur. Il n'y a plus d'image sans fin, il n'y a plus de récurrence, il n'y a plus... Eh ben voilà, donc... alors, peut-être que la fonction de l'analyse, c'est ça, sauf que l'analyse, c'est très court, ça ne permet pas... Le répit qu'on obtient, il est de courte durée, tandis que moi, quand je prends la parole, quand je fais silence, ça dure un certain temps, ça dure à peu près dans les 1 heure, et quelquefois plus, et c'est déjà ça. Donc j'ai obtenu une sorte de... j'ai créé une sorte de distance entre moi et moi. Simplement, j'essaie d'échapper à moi-même. Voilà. Voilà, mais je sais que je vais y revenir, hein, j'ai pas le choix. Mais au moins pendant un certain temps, j'étais libre d'être plus que moi-même et d'être voilà, d'être un peu à côté de moi-même, même si ça peut sembler impossible, mais c'est moi et pas moi qui parle en même temps, c'est moi sans être moi.